D'accord, donc merci chers collègues. C'est un grand plaisir pour moi donc de participer à ces troisième et cinquième journées en fait de nos ligues nord-africaines Moyen-Orient et je remercie encore la Ligue mauritanienne, le professeur Mohamedou, bien sûr Madame Chanez et tout le staff qui est derrière ces manifestations vraiment qui sont très utiles pour la formation. Et donc en fait sans trop tarder, je vais commencer euh, par parler en fait des effets secondaires des antiépileptiques. C'est vrai qu'ils sont quand même assez fréquents et surtout avec les anciennes générations. Donc, tout d'abord, c'est vrai là, il y a juste la raison en fait. Il faut toujours traiter une épilepsie. On n'a pas le choix, donc on n'est pas en droit de ne pas traiter. Ben, pourquoi? Parce qu'il y a différentes preuves comme quoi il y a des dégâts cérébraux qui peuvent se surajouter et donc entraîner en fait une morbidité, un handicap. Il y a aussi une détérioration intellectuelle donc, qui va se surajouter. La mortalité est élevée dans la population générale donc, par rapport à la population générale. Donc, ça a été déjà attesté d'environ 42% et 7 fois plus élevé. D'accord. Il y a aussi le risque de SUDEP, des morts inexpliquées, sans oublier les conséquences sociales, professionnelles, etc. Donc, c'est juste pour dire qu'une épilepsie, on n'a pas le choix de ne pas la traiter. Et bien sûr, une fois on la traite, c'est normal qu'on va être exposé. C'est vrai, contexte démarrer le traitement, je pense là, je passe rapidement. On a parlé de la clinique, le G. C'est vrai, on peut traiter parfois une seule crise avec la nouvelle classification et on ne traite jamais un EG. Malheureusement, on voit beaucoup dans notre pratique des patients qui viennent avec un traitement mis en place, avec des phénomènes un peu, je dirais, bizarres, des phénomènes critiques type spasme sanglot, syncope, beaucoup de phénomènes critiques, et le G montre des petites anomalies, et le malade, il est une année sous traitement, donc ça, c'est des choses injustifiées. C'est vrai, la prise en charge de l'épilepsie, elle doit être mûrement réfléchie et planifiée. Chez un patient atteint d'épilepsie, tout d'abord, après un bon diagnostic. Si on a un doute, c'est mieux d'attester un peu les choses, de faire un bon EEG et surtout de faire les EEG après privation de sommeil, les EEG de sommeil, les EEG prolongés, les EEG avec des montages d'électrodes très riches. Et en fait, une fois après, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on est en droit d'établir un plan thérapeutique. Il faut en fait choisir le traitement selon la forme et le type de crise. Mais là, il y a 9 autres points en fait qui rentrent en jeu. Donc en fait, c'est tout d'abord l'efficacité. Donc, bien sûr, là, il faut connaître les syndromes. La nouvelle classification, là, il nous facilite un peu la tâche de connaître le syndrome. Par exemple, si vous voyez des spasmes chez un nourrisson de 6 mois, 8 mois, ben là, il n'y a aucun intérêt à mettre la carbamazépine qui va aggraver ou le valproate. Il faut directement aller vers le vigapatrin, le sabril ou autre. Il y a aussi l'âge et le sexe. Donc, c'est vrai, il y a des médicaments qu'on ne doit pas donner chez les sujets âgés. Par exemple, risque d'alcool-dystrophie chez un sujet âgé. Donc là, le phénobarbital est aussi très délétère. Le sexe, il y a aussi des raisons hormonales. Il y a aussi les propriétés pharmacologiques du médicament. Et donc ça, il faut quand même, pour les épileptologues, les neurologues qui traitent beaucoup l'épilepsie, il faut quand même bien connaître les différents principes pharmacodynamiques, pharmacokinétiques, l'absorption, la demi-vie, etc. Par exemple, la phénitoïne, qui est un médicament qui existe dans certains pays de la région MENA, il a une cinétique un peu particulière, donc à partir de 200 mg, là, ça devient plus linéaire, mais ça devient exponentiel. Les effets secondaires, à partir de 200-300 mg, là, on va les avoir fréquemment. Le profil des effets indésirables du médicament, bien sûr, donc un malade, par exemple, qui a un problème de poids, ben là, il faut éviter le valproate qui, déjà lui-même, va donner un gain de poids. Et le mode de vie communauté, la silhouette, par exemple, du patient, les autres comorbidités, la nutrition, troubles du comportement d'apprentissage, troubles circulatoires, maladies rénales et hépatiques. Il y a aussi des médicaments qui exposent à des maladies rénales. Il y a aussi les problèmes, par exemple, d'absorption. Par exemple, parler juste d'une histoire d'un patient que j'avais vu qui avait une EPR, épilepsie à paroxysme rolandique, et qui a bien marché sous carbamazépine. Mais là, il revient avec une élévation des enzymes hépatiques. Et finalement, on a changé 3 ou 4 médicaments et toujours les enzymes ne baissent pas. Et d'ailleurs, ils ont même atteint des niveaux vraiment très inquiétants. Et on a eu tellement peur. Finalement, quand on a remplacé même le Keppra, le lévétiracétam, il a aussi un métabolisme hépatique. La majorité des médicaments, ils passent par le foie. Et donc, finalement, c'était la gabapentin, le Nupentin, ce qu'on a au Maroc, qui est le seul qui n'a aucun métabolisme hépatique qui nous a réglé l'affaire. Donc, en fait, il faut connaître l'absorption, le métabolisme et tous ces éléments-là.
Il y a aussi les interactions attendues avec d'autres médicaments qu'on va voir, la génétique et d'autres aspects des médicaments et les règles de prescription. Donc ça a été bien attesté donc, dans cet article-là donc, de 2021. Un autre élément important, donc l'introduction, bien sûr, mondiale au cours des 20 dernières années. En fait, il y a presque 14 ou une vingtaine de médicaments qui ont vu le jour. Et donc, c'est surtout les nouvelles molécules, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est vrai, le premier produit, c'était le bromure de potassium. Donc, c'était en fait en 1861, donc en fait, qu'il a commencé. Après, c'était le phénobarbital en 1910. Et depuis, vous voyez que la courbe était vraiment linéaire. Et à partir de 1960-1980, vraiment, il y a eu de nouveaux produits. Et vous voyez, maintenant, en fait, on a vraiment l'embarras du choix. Mais c'est vrai, les coûts quand même sont très importants. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui a changé plus, c'est peut-être on ne cherche pas l'efficacité. Et même les anciens, d'ailleurs, phénobarbital, valproate, carbamazépine, il y a des études qui ont démontré qu'ils sont plus puissants que les nouvelles molécules. Mais ce qu'on arrive à faire avec les nouvelles molécules, c'est surtout peu d'effets secondaires. Donc, surtout, éviter par exemple la sédation, les problèmes d'interaction médicamenteuse et tout le reste. Et là, par exemple, vous voyez, là, c'est par date de démarrage des produits. Donc, vous voyez, par exemple, à partir de 2000, où il y a eu le lévétiracétam, donc finalement, il y a pas mal de problèmes qui ont été résolus, notamment les problèmes des myoclonies. Et d'ailleurs, c'est un médicament vraiment qui a bien trouvé sa place. Et il y a d'autres dérivés, donc, du même produit, le brivitiracetam depuis 2016. Et maintenant, il y a même le cannabinoïde depuis 2018, comme vous le voyez, à base de cannabis, donc le CBD. Et là aussi, qui règle beaucoup de problèmes, comme certains syndromes chez l'enfant, le syndrome d'Ohtahara, de Charlotte-Dravet, etc. Les preuves expérimentales, bien sûr, et cliniques, la polythérapie rationnelle sont rares quand même. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer la monothérapie. Quand ça ne marche pas, à la limite, ajouter un deuxième médicament. Et d'ailleurs, la seule association vraiment très, très synergique, c'est le valproate avec la lamotrigine. Mais en général, les autres, il faut aussi agir selon le mode d'action des produits. Il faut éviter les produits à même mode d'action parce que les effets secondaires se potentialisent. D'ailleurs, là, j'aimerais juste souligner cette première observation donc, de William Gowers en 1881. Donc, en fait, c'était le premier qui avait combiné des médicaments. Donc, à l'époque, il y avait le bromure, en fait, qui était né depuis 1881. Et donc, en fait, c'est le premier qui a ajouté un autre médicament après, en 1911. En fait, c'était le phénobarbital. Et d'ailleurs, le traitement moderne de l'épilepsie a commencé à cette date-là. Et c'était les premiers essais, en fait, d'associations médicamenteuses. Et donc, il faut toujours garder en dernière ligne si le malade ne marche pas sous un seul médicament. Donc, c'est pour ça que des précautions d'emploi doivent être prises en compte dans la pathologie épileptique, avec les pathologies associées. Pensez aux associations médicamenteuses en fonction du type d'épilepsie, des terrains particuliers. La femme enceinte, on va la voir plus en détail. Le sujet âgé, l'enfant. Les effets indésirables sont soit dose dépendants, c'est-à-dire c'est lié à la dose. Plus vous augmentez la dose, plus l'effet est très important. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit par exemple, les effets sédatifs du phénobarbital, ou même avec certains gros produits comme la lamotrigine. Et d'ailleurs, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas les arrêter. Il faut juste un peu retarder le démarrage. Par exemple, chaque 3 jours, 5 jours, chaque semaine, vous augmentez d'un palier jusqu'à avoir la dose minimale efficace. Et le patient, parfois, il va s'habituer et ça va régler le problème. Il y a en revanche d'autres effets secondaires idiosyncrasiques qui ne sont pas dose dépendants. Par exemple, c'est les allergies. C'est comme d'ailleurs la pénicilline. Une microdose peut vous donner un choc anaphylactique, donc ça ne sert à rien de dire voilà, je vais démarrer par une petite dose et voir. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour tous nos praticiens, une règle d'or, c'est de ne jamais démarrer un traitement, par exemple, le soir, de ne jamais démarrer un traitement au cours d'un voyage, parce qu'il y a un effet qui peut arriver. Par exemple, moi, j'avais vu une patiente la semaine dernière, et moi, personnellement, ce que je fais, c'est que dans mes ordonnances, je mets toujours à côté de la signature, en cas d'effet secondaire, allergie, éruption cutanée ou autre, arrêtez immédiatement et contactez le médecin. On l'écrit en arabe et en français. Comme ça, ce n'est pas que médico-légalement, mais même que les patients soient avisés. D'ailleurs, j'ai vu une patiente qui a fait vraiment une éruption généralisée, à la limite de l'éruption bulleuse du syndrome de Lyell, etc. Mais c'était en fait en cours d'aggravation. Et là, il n'a pas arrêté le Sinax, en fait, c'est le générique de la lamotrigine. Donc, c'était
des effets idiosyncrasiques liés à la lamotrigine. Et heureusement que ça a été rattrapé le deuxième jour et on a arrêté et tout est redescendu. Heureusement d'ailleurs. Donc les patients, parfois, même si on insiste, parfois, ils n'arrêtent pas en disant que voilà, vous ne nous avez pas répondu, je n'avais pas votre secrétaire, etc. Et ça risque d'être dangereux. Il y a même des patients qui peuvent décéder suite à ces syndromes cutanés très graves. C'est vrai, bien sûr, pour maîtriser les antiépileptiques, ce qu'il faut faire, c'est il faut toujours donc connaître un petit peu le mode d'action des différents produits. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, là, il y a beaucoup de médicaments pour voie orale. C'est vrai, en épilepsie, vu que c'est des traitements chroniques, c'est la voie orale qui est la plus utilisée. La voie injectable, c'est surtout en fait état de mal et en urgence. Et il faut savoir que les effets secondaires, ils sont quand même fréquents. Et d'ailleurs, là, c'était cette étude intéressante donc, qui a montré déjà en 1985 que des effets secondaires peuvent causer les antiépileptiques anciens, carbamazépine, valproate, elles vont de 30 à 40% d'effets secondaires. Et donc, ça, c'est souvent source d'échecs et d'arrêt de traitement et aussi de refus même de traitement, par exemple, chez les enfants. Un enfant qui prend le traitement, qui passe tout le temps à dormir, etc., ben là, il ne pourra plus accepter ou il va cracher le médicament. Parfois, il le met sous la langue. Et dès que la maman retourne à la cuisine ou va à ses occupations, il va cracher le médicament. Et après, ils vont revenir en disant, voilà, le traitement ne marche pas, alors que le patient ne prend pas son médicament. Le traitement de l'épilepsie, c'est vrai, il comporte différents effets secondaires. Donc, en fait, là, c'est juste un tableau un petit peu très résumé des différents effets secondaires, mais on va les voir en détail. Et donc là, si vous voulez un petit peu, vous avez les anciens un petit peu, comme la carbamazépine ou Tegretol, Alepsia, ça dépend des pays, d'accord? Où vous avez surtout le rash cutané, le prurite, la fatigue, d'accord? Vous avez problème de brouillard visuel, de diplopie, de léthargie. La sédation, en fait, c'est quasi continu pour tous les anciens antiépileptiques. Vous avez, par exemple, pour la phénitoïne, là aussi, c'est un médicament qu'on avait au Maroc il y avait une dizaine d'années, une quinzaine d'années, mais qu'on ne l'a plus. Mais heureusement d'ailleurs, parce que c'est très mauvais avec ses effets secondaires. C'est vrai, il n'y a pas que tératogène, mais aussi des problèmes esthétiques comme l'hypertrophie gingivale, comme le problème de repousse des cheveux, et ça c'est très gênant chez les femmes, de troubles allergiques, de rage cutanée, là aussi de diplopie, d'ataxie. D'ailleurs, on avait, je me rappelais d'un jeune enfant de 5 ans en fait, qu'on avait mis sous phénitoïne. Donc c'était une souffrance avec une épilepsie très sévère et qui n'a marché que sous phénitoïne. Mais malheureusement, il nous a fait installer un syndrome cérébello-vestibulaire avec chute, avec ataxie, etc. Et finalement, c'était les effets secondaires de la phénitoïne. Et en sachant d'ailleurs, comme on avait dit, il faut bien connaître la pharmacodynamique, pharmacocinétique des produits. En fait, l'arrêt du traitement nous a demandé 3 semaines pour que les effets secondaires disparaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits comme la phénitoïne, ils ont une longue demi-vie et ils restent souvent pas mal de temps et en général jusqu'à 3 semaines pour que tout disparaisse. On peut aussi avoir des problèmes d'arythmie et donc c'est pour ça qu'il y a aussi la cardiotoxicité de la phénitoïne. Et vous voyez par exemple aux nouveaux produits comme le lévétiracétam, on a parlé tout à l'heure dans la question de la dépression. Par exemple, là, on a beaucoup de patients, par exemple, qui viennent avec une note dépressive et parfois vous avez des médecins qui les mettent sous lévétiracétam, sous Keppra. Par exemple, ça aussi, il faut être astucieux avec le profil du patient. Ben, si vous avez un patient un petit peu dépressif, c'est mieux de mettre un thymorégulateur, carbamazépine, valproate ou les autres, et éviter le lévétiracétam parce que lui-même, il entraîne des états dépressifs, irritabilité, anxiété. Mais heureusement, à part ces effets secondaires, plus, je dirais, anxieux-dépressif, il est quand même assez propre en termes d'autres effets secondaires, par exemple idiosyncrasiques et surtout l'allergie et la sédation. Et vous voyez, par exemple, là aussi, le valproate de sodium, vous avez surtout le problème de tératogénicité, c'est vraiment le chef de file, c'est le patron des effets secondaires tératogènes, ça peut aller jusqu'à 6 à 10% de risque. Et vous avez aussi le problème de gain de poids, ça aussi c'est très très gênant. Quelqu'un qui a un excès, une IMC élevée, ben, c'est le dernier produit auquel il faut penser. Les encéphalopathies, donc là, il augmente l'ammonium, le NH3. Il y a aussi le risque de pancréatite, de thrombocytopénie et aussi de troubles de l'humeur. D'accord? Et la lamotrigine, donc c'est vrai, la lamotrigine aussi, c'est un produit quand même assez clean sur le plan effet secondaire, mais il y a juste les problèmes quand même de somnolence, de vertige, d'ataxie et surtout les problèmes allergiques comme je l'ai mentionné chez cette observation-là, et même un syndrome de Steven Johnson
qui est vraiment très grave et qui peut être mortel. Voilà, donc comme je l'ai dit, les mécanismes d'action doivent être bien connus. Par exemple, là, vous avez des bloqueurs de sodium, d'accord, comme d'ailleurs le valproate, la lamotrigine, topiramate, felbamate, la carbamazépine, phénitoïne, oxcarbazépine. Vous avez des bloqueurs de canaux calciques. Et d'ailleurs, on va voir tout à l'heure que parfois le même médicament, il peut avoir deux modes d'action. Par exemple, la phénitoïne, qui est ici, il bloque les canaux sodiques et il bloque aussi les canaux calciques. Vous avez aussi les GABAergiques. Des diapos. Pardon? S'il y a un défilé de diapos, moi, ça ne bouge pas à mon niveau. Ah, d'accord. Vous êtes sur la diapo des mécanismes d'action? Oui. C'est bon? Là, ça bouge? Allez-y en diaporama, oui. D'accord. Voilà. Ça bouge maintenant? Oui. Voilà. Donc, en fait, je dirais pour les mécanismes d'action, il faut faire très attention parce qu'un produit ou un médicament, il peut avoir 2-3 modes d'action. D'ailleurs, comme vous savez, l'épilepsie, c'est surtout l'augmentation des produits GABAergiques qui sont stimulateurs. Donc, par exemple, là, vous avez la thiagabine, le vigabatrin, le sabril. Les produits inhibiteurs, le glutamate, donc on diminue. Plutôt GABAergiques qui sont inhibiteurs, donc qu'on essaie d'augmenter, et les glutamatergiques qui sont excitateurs qu'on essaie d'inhiber, par exemple le topiramate, le felbamate. Et il y a des produits qui ont plusieurs modes d'action, comme le felbamate. Donc là, en fait, vous avez cette diapo-là qui résume un petit peu tous les modes d'action des produits. Et vous voyez, par exemple, là, c'est surtout, en fait, la majorité des produits sont surtout des médicaments qui bloquent les canaux sodiques. Et donc là, vous avez toute la liste: carbamazépine, phénitoïne, valproate, topiramate, glucosamide, etc. Et par exemple, c'est pour ça, en fait, qu'il faut éviter d'associer ces produits-là parce que ça va potentialiser ces effets bloqueurs de sodium. Et d'ailleurs, il y a quelques règles très simples à suivre. Par exemple, vous avez la lamotrigine qui inhibe directement la libération du glutamate. Et cette inhibition, elle peut également résulter d'une action antagoniste au niveau des récepteurs NMDA. Donc, ce qui fait, c'est-à-dire le topiramate, felbamate, ils peuvent donner un effet similaire à celui de la lamotrigine. Par exemple, le valproate de sodium et l'éthosuximide, qui est très efficace dans les absences de l'enfant, inhibe l'hyperexcitabilité neuronale et bloque les canaux calciques. Et donc, ça aussi, c'est un élément très important. Et aussi, le lévétiracétam, il peut aussi bloquer l'hyperexcitabilité neuronale par inhibition des complexes des canaux ioniques. Vous avez aussi, par exemple, un médicament, vous pouvez avoir un effet par différents mécanismes. Par exemple, l'activation du système GABA, elle peut se faire soit par activation présynaptique, par inhibition de la recapture du GABA, par exemple la thiagabine, ou bien par inhibition de la GABA transaminase, enzyme dégradation du GABA par l'huigabatrin ou le sabril, ou bien elle peut être postsynaptique par potentialisation de l'effet GABA après fixation sur le récepteur GABA-A, c'est l'effet des benzodiazépines. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous donnez chez un patient la thiagabine associée au sabril et à l'urbanil ou au valium, ben vous allez potentialiser cet effet d'inhibition de la recapture de GABA et vous allez avoir beaucoup d'effets secondaires. Donc, c'est vrai, là, en fait, on va voir un petit peu les médicaments classiques qui sont les plus pourvoyeurs d'effets secondaires, notamment le phénobarbital, c'est, je dirais, le chef de file. C'est vrai qu'il est efficace chez certains patients. S'il est toléré, c'est bien, mais s'il est mal toléré, là, il faut quand même le retirer de la liste. Et d'ailleurs, nous, on avait fait une étude qui a été publiée il y a une vingtaine d'années. On avait trouvé que c'était presque 48% en 1988 et sa prescription est descendue à presque 40% 10 années après. D'ailleurs, on a comparé le profil thérapeutique sur 10 années. Et d'ailleurs, on a fait une étude il y a 5 ans, c'est même pas maintenant 8 à 10% des prescriptions. Donc, en fait, les nouveaux médicaments, comme je l'ai dit, sont efficaces en complément des traitements antérieurs ou parfois même seuls. Et surtout, en fait, même en termes d'efficacité, ils sont un petit peu moins que les anciennes molécules. Donc, on commence par le phénobarbital, le Gardénal. Donc, c'est vrai, c'est, je dirais, le médicament des pays en développement, malheureusement, parce que c'est le moins cher. D'ailleurs, au Maroc, ça coûte 13 dirhams. C'est presque 1,1 €. Donc, ce qui fait, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est même, ça existe dans la santé publique, on peut l'avoir gratuitement. Et donc, ça traite surtout les épilepsies généralisées, même partielles.
Mais comme je l'avais dit, en fait, s'il est bien toléré, en général, c'est vraiment un traitement, c'est vraiment une aubaine pour les patients parce qu'il résout beaucoup de problèmes. Je vais essayer de retirer cette barre de… C'est pas grave. Donc, en fait, les effets secondaires sont surtout sédatifs, troubles cognitifs. Donc, ça, c'est vraiment le chef de file des effets secondaires. Et c'est pour ça qu'il faut les éviter chez les enfants. Ben, imaginez quelqu'un à l'école, et là, il passe tout le temps à dormir, il somnole, des troubles de concentration. Ben là, ça sera l'échec scolaire à 100% et ça va ruiner un petit peu la vie de ces enfants-là. Il faut l'utiliser qu'en cas de difficulté matérielle, et même ça, il faut l'éviter chez les enfants. Il y a aussi des problèmes rhumatologiques, par exemple les syndromes algodystrophiques. Ça, c'est fréquent, un sujet âgé, surtout s'il a un problème rhumatologique, une algodystrophie ou un problème parfois de mobilité réduite, etc. Il faut éviter le phénobarbital. Il y a aussi les problèmes esthétiques, c'est un petit peu comme le Diédon, moins sévère que la phénitoïne, et ça donne aussi des problèmes d'hirsutisme ou des problèmes parfois d'acné, etc. Et là, vous avez en fait les principaux effets secondaires classés ici, donc la somnolence, qui sont dose dépendants. Et là, ce qu'il faut faire, si le patient est contrôlé, si on n'arrive pas à s'en passer du phénobarbital, ce qu'il faut faire, c'est de réduire la dose. En général, c'est 150 mg par jour. Et surtout, là aussi, donner le maximum le soir. On peut, par exemple, donner 100 mg le soir et ça règle le problème. Éviter, bien sûr, le matin. Le problème de vertige, de diplopie, de nystagmus, de flou visuel, d'ataxie. Il y a même des problèmes de mouvements anormaux, comme d'ailleurs le phénitoïne, donc de chorée, de dystonie ou même de tremblement. Pour ce qui est de la phénitoïne, comme j'ai mentionné tout à l'heure, donc c'est un produit qui n'est pas commercialisé dans tous les pays. Donc c'est surtout les anglophones, l'Angleterre, c'est un produit émanant d'Angleterre. Donc c'est pour ça que c'était très plus les écoles anglophones, par exemple, versus les écoles francophones qui défendaient le valproate. Et c'est surtout les épilepsies partielles plutôt que généralisées. Et c'est essentiellement la sédation, les troubles digestifs, surtout esthétiques. En fait, troubles digestifs, il faut savoir que tous les médicaments, ils peuvent donner, surtout les anciens. Et la posologie, d'ailleurs, c'est de 200 à 300 mg par jour. Le risque de toxicité est élevé quand on dépasse les 300. Et d'ailleurs, il peut aggraver certaines formes d'épilepsie, comme les épilepsies myocloniques et les absences. Et d'ailleurs, là, vous avez quand même une image vraiment qui fait très, très peur. D'ailleurs, on a eu des patients comme ça qui avaient fait des hypertrophies gingivales vraiment monstrueuses. Là, vous avez un modèle devant vous. Donc, vraiment, là, la phénitoïne, c'est vraiment le chef de file de ces effets secondaires un peu esthétiques à type d'hypertrophie gingivale. Et d'ailleurs, je me rappelais d'une patiente aussi, quand on l'avait, il y avait 15 ans, qui avait vraiment perdu toutes ses dents. Et c'est surtout un réchaussement. Donc, en fait, vous avez la gencive qui va envahir les dents et qui va tout englober. Et vraiment, ça devient très, très gênant comme effet secondaire. Donc, en fait, vous pouvez aussi avoir un syndrome cérébelleux. Vous pouvez avoir un problème de recrudescence paroxystique des crises, de nausées, de vomissements, de sédation, de confusion et des problèmes chroniques. Donc, c'est surtout le problème d'aplasie, d'anémie aplastique, de pancytopénie, de mégaloblastose et, comme j'ai mentionné, les effets esthétiques et parfois des problèmes de douleurs de neuropathie périphérique. Ça, en fait, c'était un article qu'on avait publié dans l'African Middle East Epilepsy Journal, notre journal cher à l'Afrique et au Moyen-Orient, et d'ailleurs qui est en free full text. J'invite les collègues à le consulter. Et on remercie tous les collègues qui nous envoient des articles parce que c'est grâce aux collègues africains, un petit peu la région MENA, en fait, qui est moins active pour ce journal-là, et dans lequel il y a pas mal d'articles publiés. Et d'ailleurs, vous avez cet article-là. En fait, vous pouvez le consulter ici. En fait, c'est un problème de syndrome cérébelleux sous utilisation de phénitoïne à propos d'un cas. Et donc, vraiment, c'était un cas qui nous a demandé 3 semaines pour que toute la symptomatologie régresse. Et d'ailleurs, c'est publié dans ce numéro-là de 2012, de ce journal-là qui date d'ailleurs de sa 11e année cette année-là. Donc, en fait, comme je l'ai mentionné, vous avez là tous les effets secondaires. Vous avez même le risque d'ostéoporose, c'est-à-dire chez le sujet âgé, il faut l'éviter, les problèmes allergiques aussi, mais toujours, il faut aviser les patients des risques, leur dire au moindre problème d'arrêter et de contacter, d'appeler ou de venir aux urgences, parce que sinon, ça peut devenir très grave.
En fait, il y a la forme comprimée 100 mg, mais il y a aussi la phosphénytoïne injectable, très efficace dans les états de mal partiels. Et là, le problème, comme je l'ai mentionné, c'est surtout cette mauvaise pharmacocinétique. Et là, vous le voyez, par exemple, à dose faible, par exemple à 50, 100, mais à partir de 200, 300, en fait, la courbe n'est pas linéaire, mais là, elle devient exponentielle. Et là, ça expose à de lourds effets secondaires pour ce produit-là. La carbamazépine ou le Tegretol, Zeptol, il y a beaucoup de génériques dans nos pays. En fait, c'est surtout les épilepsies partielles. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré qu'il est plus efficace dans les épilepsies partielles que généralisées. C'est vrai, il peut aggraver les épilepsies myocloniques absence. Et les effets secondaires, c'est surtout allergique. Et d'ailleurs, les RH cutanés, syndrome de Lyell, de Stevens-Johnson, troubles digestifs, la granulocytose et les posologies en général de 600 à 1200, on peut aller jusqu'à 1 gramme, 2 grammes 400 maximum. Et c'est surtout le gros problème de ce produit-là, c'est que c'est un fort inducteur enzymatique. Et là, il va réduire l'efficacité de la pilule, des antivitamines K et d'autres produits. Et là, en fait, vous avez ces effets secondaires vraiment très, très graves que vous voyez là. Donc, ces effets secondaires vraiment très, très graves. Donc, liés à la carbamazépine. Donc, en fait, c'est les syndromes de Stevens-Johnson et de Lyell. C'est en fait des dermatoses bulleuses et vraiment très, très graves qui peuvent devenir mortelles. En fait, c'est des éruptions rapidement qui commencent et après, ça devient bulleux. Et là, vous allez avoir des destructions et c'est vraiment très, très grave. Et le pronostic vital des patients est mis en jeu. Donc, dès que vous avez le moindre symptôme d'allergie, il faut arrêter pour ne pas arriver à ces terrains-là. Le valproate de sodium, le problème, c'est surtout, en fait, c'est un médicament vraiment à large spectre et ça traite les absences, les myoclonies. C'est ça son avantage, mais vraiment, il a beaucoup d'effets secondaires aussi. Et la tératogénicité, il faut quand même le bannir chez la femme en âge de procréer. D'accord? Donc, en fait, c'est surtout les troubles digestifs et l'hépatite toxique. D'ailleurs, vous avez une image ici d'hépatite fulminante. Et comme j'ai présenté le cas de tout à l'heure, en fait, là, on a eu vraiment des transaminases inquiétantes, c'est-à-dire les GOT, GPT qui ne doivent pas dépasser les 40, et après c'était à 60, après à 100, on était même arrivé à 1200, et vraiment c'était inquiétant. Rapidement, on avait arrêté parce qu'on avait changé par d'autres médicaments, et finalement c'était la gabapentine, le Nupontin, qui n'a aucun métabolisme hépatique, qui nous a réglé le problème chez un jeune de 15 ans, et finalement qui a vu son épilepsie équilibrée. Les benzodiazépines. Donc, les benzodiazépines, c'est des médicaments utilisés dans les états de mal et aussi comme médicaments de deuxième intention pour un peu assister les médicaments de première intention, le clonazepam, le rivotril, diazépam, et aussi c'est des médicaments qui ont des problèmes parfois, qui règlent le problème d'épilepsie cataméniale au cours des règles. Parfois, on augmente le traitement durant la période des règles et ça règle le problème de ces crises. Et les effets secondaires, ils sont surtout soit de courte durée, les malades parfois peuvent devenir agressifs. Il y a bien sûr la dépendance, comme c'est des benzodiazépines, à éviter chez les sujets âgés, les vertiges. Donc parfois, vous avez comme une confusion. Vous avez le problème de flou visuel, de dépression, donc ça aussi, c'est comme un peu le lévétiracétam. Les problèmes de dysfonctionnement sexuel, donc il y a une baisse de la libido. Et vous allez avoir des effets secondaires chroniques, comme les problèmes cognitifs, les troubles de sommeil, les problèmes mentaux, l'addiction. Donc ça aussi, il ne faut pas prolonger, sauf si on a la main liée. Il y a aussi le risque de développer des cancers et des problèmes de suppression du système immunitaire. Donc là, en fait, les nouveaux produits, c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est plus en termes de réduction d'effets secondaires, mais efficacité, c'est la même chose ou c'est même un petit peu moins que les anciennes molécules. Et là, en fait, on a deux générations. D'ailleurs, la première génération, c'est tout ce qui commence avant la carbamazépine. À partir de l'oxcarbazépine, c'est-à-dire en 1990, donc c'était la deuxième génération, gabapentin, lamotrigine, vigabatrin, le Sabril. Et il y a maintenant la troisième génération avec la prégabaline, avec l'ocasamide, avec le brivitaracetam, avec le cannabinoïde, d'accord? Et donc, il y a d'autres molécules qui viennent de voir le jour en 2020. En fait, là, vous avez une comparaison des nouveaux antiépileptiques versus les anciens. Donc, quel traitement, bien sûr, utiliser? Et bien sûr, là, ça dépend aussi du coût, mais en général,
là, vous voyez très, très bien cette étude en fait, qui compare le valproate de sodium avec la lamotrigine et le topiramate. D'accord? Donc, en fait, vous avez la lamotrigine en vert et vous avez le topiramate en bleu, vous avez le valproate en jaune. Et vous voyez en fait que le valproate, vraiment, en termes d'efficacité, il dépasse les deux autres. D'accord? Donc, ça veut dire en efficacité vraiment. Et ça, c'est ce qu'on appelle les deux critères importants, c'est-à-dire c'est le temps pour 12 mois de rémission et aussi le temps pour avoir un échec de traitement. D'accord? Et donc, vraiment, le valproate, il dépasse les nouveaux médicaments. Et bien sûr, là aussi, cette étude aussi qui compare le lévétiracétam avec le valproate de sodium en termes d'efficacité. Donc, si vous voulez, regardez, c'est le lévétiracétam, il est d'efficacité un petit peu moindre. Regardez, c'est 24 versus 33%. Et c'est vrai, à la longue, un petit peu l'efficacité se rejoint. D'accord? Donc, c'est les 12 mois pour la rémission en termes de jours, c'est-à-dire presque à 700 jours, c'est-à-dire à 2 années. C'est là où les deux efficacités se rejoignent. Mais avant, vous avez donc la dépakine qui dépasse un petit peu le lévétiracétam. Donc, ça, c'est l'étude SANAT 2, qui est en fait une étude qui compare un petit peu les médicaments entre eux. Et vraiment, je vous invite à lire cet article-là. Les diapos passent bien? C'est bon? Voilà, donc en fait, cette étude SANAT, d'ailleurs, il y a pas mal de publications en fait, qui mettent le point sur les différentes comparaisons en fait, qu'on peut faire entre les produits. Et donc, en fait, ces données permettent de montrer que l'efficacité est supérieure avec les anciens, mais les effets secondaires sont moindres avec les nouveaux. Par exemple, il y a cette étude qui est publiée en 2007, donc qui compare surtout carbamazépine, gabapentin, lamotrigine et l'oxcarbazépine, d'accord, ou bien le topiramate dans les épilepsies partielles. L'étude de 2021, donc, qui compare l'efficacité et le coût. S'il vous plaît, il faut éteindre les micros pour les autres personnes. Donc, du valproate versus le lévétiracétam dans les épilepsies généralisées nouvellement diagnostiquées. Et l'étude, donc, toujours SANAT 2, publiée toujours en 2021 dans le Lancet, qui compare l'efficacité et le coût, rapport coût-efficacité du lévétiracétam, zonizamide, lamotrigine, dans les épilepsies partielles nouvellement diagnostiquées, en open label, etc. Donc, tout ceci met bien l'accent sur efficacité un tout petit peu moindre par rapport aux anciennes molécules et effets secondaires nettement moindres. Donc, en fait, là aussi, vous avez, par exemple, cette étude du vigabatrin. C'est vrai qu'il est quand même un très bon produit, c'est le Sabril, qu'on utilise chez les enfants, surtout le syndrome de West, etc. Donc, il y a une très, très bonne efficacité. D'ailleurs, il y a beaucoup de patients vraiment qui répondent très, très bien à ce produit-là. Donc, il y a différentes études qui ont mis l'accent sur son efficacité. Mais le gros problème, un petit peu, c'est le problème de champ visuel qui se rétrécit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire des contrôles visuels chez ces patients-là. Donc, il y a beaucoup d'études, même qui comparent le vigabatrin au Sabril, et donc qui montrent vraiment la différence de supérieure à 75% de réduction des crises par rapport au placebo. Les effets secondaires maintenant chez l'enfant, c'est vrai, l'enfant, c'est une entité particulière parce qu'il est encore fragile, l'immunité, etc. Donc, les effets, en fait, devant les antiépileptiques en monothérapie, par exemple, c'est surtout la fatigue, la somnolence, le gain de poids. Donc, il faut faire attention à la dépakine chez les enfants déjà obèses, les étourdissements qui étaient moins probables avec le lévétiracétam. Donc, en fait, ces études, ils ont un petit peu comparé surtout le valproate avec le lévétiracétam avec des différences vraiment significatives. Et donc, il faut choisir plutôt les nouvelles molécules. Et aussi, problème de les concentrations, parfois, donc, sont un peu diminuées. Et donc, ça, c'est moins probable avec le lévétiracétam ou la carbamazépine qu'avec l'acide valproïque. D'accord? Donc, en fait, là, vous avez cette étude, en fait, les effets secondaires dans cette cohorte pédiatrique qui compare en fait, une grande population d'enfants épileptiques. Et là, ça vous montre les effets secondaires en termes par médicament et par effet secondaire. Et vous voyez, par exemple, avec les anciennes molécules, là, par exemple, vous avez jusqu'à 64%, par exemple, pour le problème de ralentissement de la pensée, de taux de concentration, 52% pour le valproate, d'accord? Et regardez, par exemple, pour
la lamotrigine, 47%, lévétiracétam, c'est que 32%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nouvelles molécules comme le lévétiracétam, il y a peu d'effets secondaires. Par exemple, les problèmes de mémoire, de confusion, c'est presque un tiers, alors que les effets secondaires liés à la dépakine sont plus importants, surtout en termes de troubles de concentration, etc. Et il y a aussi cet article vraiment très intéressant, donc en 2018, qui a étudié les nouveaux antiépileptiques les mieux tolérés chez les enfants. Et là, en fait, vous voyez, par exemple, en termes de monothérapie ou de polythérapie, donc le lévétiracétam, qui est le produit d'ailleurs le plus prescrit, suivi du valproate et du clobazam. Et là, en fait, vous avez les différentes listes qu'on a vues tout à l'heure, bien sûr, avec beaucoup d'effets secondaires pour les anciennes molécules, qui peuvent aller jusqu'à 60%, par exemple, pour de l'osinès, pour le problème de vertige, etc., le problème de ralentissement de la pensée, 52%, alors que, par exemple, pour le lévétiracétam, quand même, les effets secondaires sont faibles. Donc, tout ce qui est augmentation de l'appétit, par exemple, c'est presque 50% pour le valproate et c'est que 24% pour le lévétiracétam. Et aussi, par exemple, pour la lamotrigine, c'est aussi un très bon produit, sauf les problèmes de concentration et d'étourdissement, etc. Et aussi le problème à l'école, par exemple, les résultats scolaires, vous voyez 50% d'effets secondaires avec le valproate et 60% avec le clobazam, d'accord? Et la carbamazépine, 41%, et le lévétiracétam, c'est que 39%. Maintenant, on arrive aux antipeptiques et la grossesse, qui est vraiment un gros paquet. Et d'ailleurs, il y a cette synthèse vraiment très, très détaillée par Aguglia en 2009, vraiment qui trace un peu tous les axes des antipeptiques et la grossesse. Et d'ailleurs, la question qui s'est posée, c'est quels sont les antipeptiques les plus tératogènes? Et là, donc, ça a été vraiment prouvé qu'il y a le valproate de sodium, vraiment qui est le chef de file, donc c'est vraiment le patron des effets secondaires et de risques malformatifs, donc presque à 10,93%, d'accord, suivi du zonisamide, d'accord, qui est aussi élevé, mais 17% même. Donc ça, c'est en fait en monothérapie. Et vous voyez, pour les autres, lévétiracétam, c'est 5,82, lamotrigine 3,56, et même la carbamazépine, en fait, elle est très peu tératogène, en fait. D'accord? Tout ça, en fait, c'est en monothérapie. Et donc, en fait, il y a aussi différentes études, le registre australien, nord-américain et anglais. Donc, tous, ils mettent le point sur les effets vraiment très, très tératogènes, en fait, du valproate de sodium versus la lamotrigine et le lévétiracétam. Donc, en fait, les malformations congénitales, comme vous le voyez, ça revient toujours au valproate de sodium. Et maintenant, en termes de dose, plus en fait la dose est augmentée. Regardez par exemple, si on dépasse les 1500 mg, vraiment le risque, il est énorme. D'accord? Donc, ça part jusqu'à 24%. Et donc, quand c'est des doses faibles de l'ordre de 700, c'est que 5 à 6%. Donc, ce qui fait, il faut toujours, si on est obligé de continuer un traitement antiépileptique chez une femme enceinte, il faut essayer d'aller adulte. Et vous voyez, par exemple, le phénobarbital, c'est que 5,4%. La lamotrigine, inférieure à 300, 2%, donc vraiment très toléré. Supérieur à 300, ça va jusqu'à 4,5%. Et la carbamazépine aussi, qui est relativement tolérée. Donc, les crises non maîtrisées chez une femme enceinte peuvent être préjudiciables pour elle-même ou pour le fœtus. D'ailleurs, on a eu un cas où un collègue avait changé le traitement chez la femme enceinte. D'ailleurs, chez une femme enceinte, jamais changé de traitement. Il faut en fait laisser, même s'il était sous dépakine, parce que le risque parfois, c'est plus la crise. Et d'ailleurs, on a eu un cas où le médecin a changé de traitement au cours du premier trimestre et la pauvre femme enceinte a fait une crise, elle a perdu le bébé. Heureusement, elle n'a pas eu de problème sérieux, mais malheureusement, elle a perdu son pauvre bébé. Donc, au cours de cette crise-là, qui était occasionnée par ce changement pour éviter un risque peut-être de 6%, 7%. Donc, ça, il ne faut jamais changer au cours de la grossesse, changer avant. Et bien sûr, le meilleur traitement, ça reste le lévétiracétam. Et même l'oxcarbazépine, le triliptal, il est aussi très peu tératogène. La lamotrigine, il y a quelques études récemment qui montrent que sa tératogénicité a été établie récemment. Donc, ce qu'il faut faire avant et au cours de la grossesse, une bonne surveillance des antiépileptiques, un risque de réduction du taux plasmatique, par exemple
des oestrogestatives, par exemple, pour la pilule, et préférer certains antiépileptiques ne modifiant pas le taux plasmatique des oestrogestatifs, par exemple la gabapentin, le vétiracétam, prégabaline, tiagabine, le vigabatrin et le zonisamide. Donc, des autres effets sur d'autres méthodes contraceptives, et faire une titration de la lamotrigine du valproate, si nécessité d'une contraception orale, d'accord. Si nécessité d'un traitement antiépileptique, éviter l'acide valproïque, la dépakine, et surtout, les femmes sous antiépileptiques, la grossesse doit être programmée et traitement optimisé au moins 6 mois à l'avance. Et si la patiente est sous inducteur enzymatique, la carbamazépine, donc en fait, c'est ça les principaux inducteurs enzymatiques, la carbamazépine, phénobarbital, phénitoïne, pyrimidone et l'oxcarbazépine. Là, il faut éviter, bien sûr, déjà ces inducteurs. Et si oui, si on n'a pas le choix, donc il faut associer de la vitamine K orale 10 mg par jour et démarrer au dernier mois de la grossesse cette vitamine K et ne jamais oublier l'acide folique. Donc, en étudiant le risque de malformation, donc voilà les principales malformations. Donc, l'organogénèse d'ailleurs qui survient entre 3 et 10 semaines et les principaux antiépileptiques, surtout les classiques, ils sont très tératogènes à cette date-là. Donc, il y a des malformations congénitales cardiaques et qui sont parfois très, très graves, les fentes palatines ou labiales, ce qu'on appelle le bec de lièvre, les malformations urogénitales du tube neural. Et donc, la grossesse et les antiépileptiques sont étudiés au cas par cas et il faut faire très, très attention donc, et surveiller, bien sûr, par des échographies régulièrement. Donc, là aussi, vous avez cette étude très intéressante. En fait, c'est une méta-analyse de registres de grossesse et là qui compare les différents produits, bien sûr, la lamotrigine, comme vous le voyez ici, qui compare la polythérapie. Vous voyez, par exemple, la pyrimidone à 14,3%. Le valproate, c'est presque 6%, donc c'est élevé. La polythérapie, c'est au même risque que le valproate, 6,5%. Et quand quelqu'un ne prend aucun antiépileptique dans la population générale, le risque existe, mais il est très faible. D'accord? Et là, vous avez par exemple la lamotrigine en bas, le risque, il est de 2,09%. Donc, c'est vraiment nettement inférieur par rapport à la lamotrigine. Là aussi, en termes de médicaments, vous avez les différentes malformations. Et regardez en fait la polythérapie. Vraiment, c'est le chef de file ici. Donc, vraiment très, très élevé. Le risque peut aller jusqu'à 18% de risque de malformation. Et là, vous avez le valproate qui vient après. Après, vous avez la phénitoïne. Vous avez tous les autres en fait pris ensemble. Et vous avez la population générale et les nouveaux médicaments. La lamotrigine, vraiment, qui est très tolérée, même s'il y a quelques petites études qui mettent un peu le doute, mais quand même, on reste au valproate, plutôt à lévétiracétam, oxcarbazépine et la lamotrigine. Là aussi, donc, il y a quelques études préliminaires de malformation par rapport aux antiépileptiques. Donc, comme ça a été mentionné, donc, le lévétiracétam vraiment est très bien toléré, de même que l'oxcarbazépine, la lamotrigine, et même le risque avec l'oxcarbazépine, lévétiracétam, il est même moindre que la lamotrigine. Même un petit peu la gabapentine aussi, elle peut aussi être prescrite chez les femmes enceintes. Le faible risque tératogène de l'oxcarbazépine, d'ailleurs, ça a été étudié par cette étude d'Emilio Perrucca. Donc, plusieurs études ont affirmé la faible tératogénicité par rapport aux antiépileptiques classiques. Et d'ailleurs, même pour l'allaitement, c'est un produit très, très bien toléré. On peut le continuer sans aucun risque, selon cette étude américaine. Et même d'autres études sont nécessaires en fait, pour le confirmer, mais c'est très bien toléré. Le lévétiracétam et la grossesse. Donc, l'efficacité est prouvée et aussi le risque très, très faible de tératogénicité a été aussi prouvé. En résumé, pour les antiépileptiques et grossesse, il faut préférer le lévétiracétam et l'oxcarbazépine et tiagabine, c'est vrai, la lamotrigine. On la garde toujours, en fait, en attendant peut-être d'autres études qui vont peut-être la sortir un petit peu de notre arsenal thérapeutique chez la femme enceinte. Il y a aussi un autre problème pour le valproate de sodium, c'est tout ce qui est quotient intellectuel et autisme. Et d'ailleurs, il y a cette étude-là, en fait, qui a démontré, il y a cette revue Cochrane de très, très haut niveau, qui a montré que quand même le risque de spectre autistique, il est de 8%
une fois le patient est sous valproate de sodium, versus 1,8% dans la population générale. Donc, ça a été déjà prouvé par Bromley en 2013, et il est même dans une autre étude de Camille 2013 de 12% pour le valproate de sodium. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut faire attention chez les enfants avec histoire familiale d'autisme, etc., d'éviter le valproate de sodium. Il y a aussi en fait cette étude européenne en fait qui a aussi mis l'accent sur le risque un petit peu d'autisme chez les patients sous valproate de sodium. Donc, il faut éviter dans les limites du possible, bien sûr. Et il y a d'autres études en fait qui ont comparé chez les enfants, bien sûr, épileptiques, les effets du valproate de sodium avec d'autres produits comme la carbamazépine. Et d'ailleurs, dans cette étude-là, il y a l'efficacité à la tolérabilité, et donc c'est plutôt pour les nouvelles anti-épileptiques plutôt que les anciens. Et donc, sur ce total, une revue de la littérature de 1462 articles, là, ils ont plutôt trouvé des points très positifs pour la gabapentin, la lamotrigine, le topiramate et même un peu l'évétiracétam, l'oxcarbazépine et la thiagabine, zonisamide, donc vraiment qui sont très, très bien tolérés avec une efficacité assez importante. C'est vrai, les antiépileptiques, même si on avait dit qu'ils ont moins d'effets secondaires, mais ces effets secondaires existent. Là, par exemple, la gabapentine, c'est vrai, il n'y a aucun effet secondaire sérieux, ni elle, ni le lévétiracétam, à part les effets dépressifs. Donc, par exemple, le lévétiracétam, c'est surtout l'irritabilité, les problèmes de changement de comportement. Le gabapentine, c'est surtout la prise de poids et les problèmes comportementaux. La lamotrigine, c'est vrai, là, il y a quand même assez d'effets secondaires cutanés, le syndrome de Stevens-Johnson, donc surtout s'il est associé avec le valproate de sodium. D'accord, il faut réduire la titration, les hypersensibilités, et là aussi, il y a des problèmes de tic et d'insomnie. L'oxcarbazépine, c'est vrai qu'il est quand même mieux toléré, mais si les malades ont fait une allergie à la carbamazépine, il faut éviter l'oxcarbazépine ou le trileptal. D'accord, ça peut donner une hyponatrémie, surtout chez les sujets âgés avec parfois des rages cutanées. La thiagabine, donc, elle peut donner une stupeur, surtout donc une fatigue, une faiblesse. Topiramate, des problèmes de néphrolithiase et surtout le glaucome en ouvert, une hypohydrose, des problèmes métaboliques. Le zonisamide, quant à lui, surtout les rages cutanées, les atteintes rénales, irritabilité, photosensibilité et prise de poids. Je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être 5 minutes ou… 5 minutes. Merci. D'autres molécules nouvelles, donc c'est vrai là, il y a le brivaracetam, donc en fait c'est dérivé du lévétiracétam, c'est des nouvelles molécules et surtout en fait ça donne des nausées, vomissements, constipation, fatigue et ça peut aussi donner des céphalées, somnolence, des problèmes de coordination, de nystagmus, de changement d'humeur, etc. Et heureusement, il n'y a pas d'effet idiosyncrasique, donc pas de réaction allergique. Le Cenbamat, donc c'est vraiment le dernier né des antipyrétiques en 2020. Là, il peut aussi donner des nausées, des vomissements, fatigue, hypokaliémie, et il peut réduire l'espace sculpté. Problème de somnolence, de vertige, de céphalée, de troubles de l'équilibre, diplopie, et aussi parfois des eosinophilies. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si on trouve une éosinophilie chez les patients sous Cenbamat ou des problèmes parfois de symptômes systémiques. C'est vrai, le cannabidiol, le cannabidiol, qui est un produit né en 2018 et maintenant, même, heureusement, c'est légalisé au Maroc depuis cette année. Donc, on est d'ailleurs en train de travailler. On a des essais cliniques avec le CBD et j'espère, parce que le Maroc, c'est le premier pays producteur au monde, que ça va vraiment servir l'industrie pharmaceutique et aider à régler beaucoup de… Et quand même, il y a quelques effets secondaires qui ont été démontrés récemment, mais qui sont quand même moins faibles par rapport aux autres nouveaux antiépileptiques. Quelques rares effets secondaires décrits avec le lévétiracétam. Donc, c'est les mouvements involontaires. D'ailleurs, il y a cet article en 2019 qui parle d'effets secondaires dans des rapports en fait avec des mouvements anormaux et donc qui ont été incriminés au lévétiracétam. Et donc, c'était en fait les premiers cas qui n'ont jamais été rapportés, donc un type de dyskinésie après prise de lévétiracétam. Donc ça, il faut juste savoir si on a ces effets secondaires, que ça peut être le lévétiracétam.
Interaction médicamenteuse maintenant, rapidement. J'ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais savoir que c'est possible, et surtout si on prescrit d'autres médicaments chez nos patients, un patient épileptique qui peut avoir une autre maladie, il peut avoir une comorbidité, il peut être sous antibiotiques ou antivitamine K, la pilule, etc. Sachez que surtout la carbamazépine, c'est le chef de file. Et donc les nouveaux, heureusement qu'ils ont peu d'effets secondaires, plutôt peu d'interactions médicamenteuses. Donc c'est pour ça que si on a peur, une femme avec la pilule, les antivitamines K, c'est mieux de choisir les nouvelles molécules. L'antiépileptique peut réduire l'efficacité du nouveau médicament, notamment les contraceptifs oraux, c'est-à-dire ça risque de ne pas protéger contre la grossesse une personne qui prend par exemple la carbamazépine. Et la combinaison de 2 médicaments ou plus peut causer des effets secondaires inattendus. Donc en fait là, vous avez les produits à éviter, par exemple, comme je l'ai dit, il faut être astucieux pour le choix de l'antiépileptique, c'est-à-dire c'est comme si en fait on va profiter du risque potentiel d'effets secondaires. Et par exemple, quelqu'un qui est déprimé, un épileptique, un patient épileptique qui est déprimé, ben là, il faut surtout favoriser la lamotrigine, l'acide valproïque, la carbamazépine, qui sont des thymorégulateurs, et éviter le lévétiracétam, qui est un médicament, je dirais, qui déprime les patients, ou bien l'autopyramate. L'anxiété, préférez la prégabaline, gabapentin, évitez le lévétiracétam. Insomnie sévère, préférez prégabaline, gabapentin, évitez la motrigine, etc. Surpoids, évitez le valproate, parce que déjà, lui, il fait un gain de poids, carbamazépine, prégabaline. Préférez topiramate, zonisamide. La migraine, on peut même traiter la migraine chronique par l'acide valproïque, il faut le préférer ou le topiramate. Tremblement, préférez pyramidone, topiramate, évitez le valproate. Les personnes âgées, il faut éviter le phénobarbital, c'est l'anormal dystrophique, la phénitoïne, pyrimidone, oxcarbazépine. Les femmes en âge de procréer, évitez le valproate de sodium. Efficacité de la pilule, là, il faut préférer la motrigine, gabapentin, lévétiracétam, prégabaline et éviter tous les inducteurs enzymatiques. Chef de file, c'est la carbamazépine. Les patients polymédiqués, la lamotrigine, gabapentin, lévétiracétam, prégabaline, la cosamida préférée et éviter le gardénal, phénitoïne, etc. Voilà, donc je pense que j'ai bientôt terminé. Il me reste 3 ou 4 diapos. Et là, vous avez en fait cette étude vraiment très intéressante qui vous montre le problème d'interaction médicamenteuse. Et là, vous voyez pour la gabapentine, aucun problème avec la contraception, aucun problème avec la warfarine. Ce n'est pas un inducteur enzymatique, ni un inhibiteur enzymatique. Donc, en fait, c'est vraiment, il faut choisir la gabapentine. Et d'ailleurs, par exemple, pour le problème de foie, c'est un médicament qui n'est pas métabolisé nullement par le foie, c'est plutôt rénal. Donc, la lamotrigine, ça peut perturber la pilule. D'accord? Et là, il faut adapter. Donc, il n'y a pas de problème avec la warfarine et ce n'est pas un inhibiteur enzymatique, mais c'est plutôt plus ou moins un inducteur enzymatique. Le lévétiracétam, là, vraiment, c'est le meilleur. D'accord? La thiagabine aussi, c'est le meilleur aussi avec le lévétiracétam. Le zonisamide aussi, vraiment très, très bien toléré. D'accord? Voilà. Et donc, aussi dans ce dernier tableau, qui compare un petit peu les antiépileptiques de nouvelle génération, gabapentin, thiagabine, etc. Là, vous avez les interactions ici en bas. Interaction médicamenteuse, donc là, il n'y a aucune avec la gabapentine. D'accord? Il y a juste entre vigabatrin ici et la phénitoïne. Valproate et les contraceptifs oraux, donc vraiment avec le topiramate, il y a beaucoup d'interactions. Avec la lamotrigine, il faut éviter le valproate, phénobarbital, carbamazépine, phénitoïne. Voilà, donc en fait, il faut aussi éviter la polythérapie inutile. D'ailleurs, si vous avez des malades qui ne marchent pas sous un médicament, il y a peu de chances qu'ils marchent beaucoup sous 2 et encore moins sous 3. D'ailleurs, l'étude de Martine Brody, qui a démontré qu'un patient, s'il répond bien et s'il répond mal à un produit, il faut ajouter un deuxième, mais éviter d'ajouter troisième. On a parfois des malades sous 5 médicaments. Et donc, sachez que l'échappement peut survenir aussi chez 30% des patients après 3 ans de rémission. C'est que les effets indésirables chez les antiépileptiques, elles concernent presque 30% des cas. Et si pharmacorésistance, là, il ne faut pas s'acharner sur les médicaments, mais il faut penser à changer de protocole qui sera efficace que dans 15% des cas. Donc, il faut penser à d'autres alternatives. La chirurgie d'épilepsie, la stimulation du nerf vague, etc. Et là, en fait, en conclusion, j'aimerais souligner le fait que
quelqu'un, en fait, un patient épileptique, bien sûr, il va avoir des problèmes d'interaction médicamenteuse, problèmes de tératogénicité, comme vous le voyez ici, chez les femmes enceintes, problèmes de vitamines, d'ostéoproblèmes. Et donc là, il faut faire très, très attention chez ces patients-là. Et là, il y a quand même, je reprends les règles, et il faut toujours garder en tête les facteurs qui conditionnent le choix de toute molécule, l'efficacité, bien sûr, l'âge, le sexe, les propriétés pharmacologiques, pharmacokinétiques, le mode de vie. Ben déjà, ça, le médecin, en voyant le malade avec sa silhouette, ben déjà, en ayant ce protocole ou cette feuille de route thérapeutique, il faut déjà se dire, voilà, chez ce patient-là, je vais éviter, par exemple, le valproate de sodium, etc. C'est vrai, en France, maintenant, ils sont très intransigeants. Même en Europe, une femme en âge de procréer, on évite le valproate de sodium. Mais chez nous, vu que c'est un médicament qui n'est pas cher, par exemple, moi, ce que je dis à mes patients, c'est qu'elles le gardent, il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de prise de poids. Tant qu'elles se marient, c'est mieux de le retirer et de passer à un autre produit. Et là, en fait, c'est juste rappel, vous avez la liste, vraiment, ce tableau-là qui résume la situation par médicament et par effet secondaire. Et je vous remercie de votre attention.